le principe de la vente aux enchères est simple. Il y a un propriétaire d'un tableau ou d'un bijou ou d'une œuvre d'art qui veut le mettre sur le marché. Et alors, si c'est une œuvre très chère, il s'adresse plutôt à une maison internationale comme Christie's, Sotheby's, Phillips. Ça, ce sont des galeries, des maisons de vente aux enchères qui sont à New York, à Paris, à Londres, à Tokyo, à Singapour et partout. Donc la maison, elle décidera où est-ce qu'elle va mettre le bijou en vente ou le tableau. Ils le font circuler, ils vont le montrer aux clients de Tokyo, aux clients de Singapour, et après ils le mettront en vente, par exemple, avec d'autres tableaux à Londres. Et là, il y a une soirée où tous ces tableaux passent en vente. À Genève, c'est un peu la même chose, seulement les œuvres, elles sont d'un niveau plus bas. Si à Londres, si à New York, c'est Christie's et Sotheby's vendent souvent des tableaux ou des œuvres pour plusieurs millions, à Genève, c'est très rare qu'on arrive aux millions. On arrive à des centaines de mille parfois, mais c'est surtout des œuvres qui valent entre 10 et 50 000 francs. Et ces œuvres-là, elles sont moins intéressantes pour une maison internationale. Après, il y a des maisons nationales. En Suisse, il y a Kohler, il y a Dobieszowski, et puis à Genève, il y a Piguet et Genève Enchères. À Lausanne, il y a Daunier. Donc à chaque endroit, il y a une maison qui doit chercher sur le marché des objets à vendre. Donc ils font de la publicité, ils mettent des annonces dans le journal, ils disent si vous voulez vendre, nos experts seront à Lausanne, ils seront à Neuchâtel à telle et telle date, et les gens prennent rendez-vous, et puis ils vont montrer leurs objets, et puis la maison les estime, ils font une estimation, et le client, le vendeur, il accepte ou il n'accepte pas cette estimation. S'il n'accepte pas, il reprend son bijou sous le bras, et s'il l'accepte, il entre dans le catalogue de la vente, et il y en a 3 ou 4 par an chez Piguet, et 3 ou 4 par an aussi chez Genève Enchères. Il entre dans le catalogue, et puis il y a l'exposition, il y a le catalogue, et puis la mise en vente, où les gens misent, et s'il y en a beaucoup qui veulent le tableau, le prix monte, et s'il n'y a personne qui le veut, il part à un prix très bas, ou bien il n'est pas vendu. Mais il n'y a pas une particularité genevoise, on ne peut pas dire. Et par exemple, à Piguet, il y avait, pour la loi, il faut qu'il y ait un commissaire-priseur qui est désigné par l'État, qui assure que la vente se fait dans des conditions légales. Et avant, il y avait 2 ou 3 commissaires-priseurs qui faisaient des petites ventes comme ça, mais sans des ventes locales où les gens amenaient n'importe quoi. Ils les vendaient, c'était un petit business. Et après, il y a Monsieur Piguet qui a repris cette affaire. Lui, il avait travaillé avant chez Sotheby's et il l'a très bien développé et maintenant c'est devenu ce qu'elle est maintenant. Et il faut dire aussi qu'il y a d'autres ventes aux enchères qui sont, par exemple, faites par l'État lorsqu'il y a des faillites. Il y a la faillite d'une entreprise, par exemple. L'entreprise ferme et l'entreprise doit de l'argent à ses créanciers. Alors, l'État, l'Office des faillites, organise une vente. Ils vendent les photocopieuses, les meubles de bureau, les machines, etc., avec un système de vente aux enchères, et ceci se fait de façon officielle. Mais là, il n'y a pas, ça dépend, si c'est une entreprise, si c'est une bijouterie qui fait faillite, là, il y aura des bijoux à vendre. Et si c'est une entreprise qui fait des machins industriels, là, il y aura les machines, il y aura
les photocopieuses, les appareils, les ordinateurs et tout ça, mais ça dépend beaucoup de l'activité de l'entreprise. Le peuple, il y a peut-être 5% de la population qui s'intéresse à ça. C'est pas un truc, il n'y a pas 10 000 visiteurs à l'exposition, il y en a quelques centaines. Et puis les gens regardent sur Internet. Maintenant, il y a quelques années, la vente était toujours locale. Maintenant, avec Internet, le catalogue, il est worldwide. Donc, s'il y a quelqu'un qui voit un objet qui lui plaît et il est à Singapour, il peut miser online et puis il reçoit ou il ne reçoit pas l'objet en fonction du prix qu'il est prêt à payer. C'est celui qui paye le plus qui reçoit. Il n'y a pas de combine. Il peut y avoir des ententes. Si moi je suis intéressé à ça et toi tu es intéressé à ça, mais moi ça m'intéresserait aussi. Tu dis, toi tu me laisses tranquille, tu mises pas là-dessus et moi je mise pas là-dessus, comme ça le prix reste plus bas. Mais c'est rare que ça se fasse. Autrement, comment les marchandises arrivent sur le marché? Il y a les 3D. 3D. Décès, divorce ou dette. Soit la personne décède et la succession, elle vend les meubles et tout ce qu'il y avait dans la maison de la personne décédée. En cas de divorce, il faut couper en deux. Alors, pour couper en deux ou pour payer l'autre, il faut du cash. Et pour faire du cash, il faut vendre ce qui est disponible. Et puis, en cas de dette, lorsque quelqu'un ne peut plus payer ses factures, il vend ce qu'il a. Donc, c'est les 3D qui sont valables en anglais aussi. Death, divorce et dette. Le collectionneur, il accumule. Moi, je collectionne des bronzes animaliers, donc j'en ai beaucoup. Mais le jour où peut-être mes enfants, ils n'en voudront pas, donc ils les vendront. Ils en gardent un en souvenir et le reste, ils le donnent à Piguet. La collection, on commence ça va de pair avec un peu la décoration d'une maison ou d'un appartement. Alors on commence à acheter des objets et puis on dit on pourrait encore en acheter quelques-uns et après ça devient un peu pas une maladie mais une obsession. Alors on cherche tout ce qu'on trouve. Et après, lorsque l'objet est sur le marché, là on essaye de l'avoir, mais parfois il part beaucoup plus haut que moi je voulais payer, ou parfois j'ai des bonnes surprises parce qu'il part très bas et je fais une bonne affaire. Une œuvre d'art n'est pas le résultat. Si tu achètes une voiture, par exemple, une voiture, il faut la fabriquer, il y a du métal, il y a le moteur, il y a ci et ça coûte 50, et après il faut rajouter les frais de transport, il faut rajouter la marge du garage, on arrive à 100, et on vend la voiture à 100. Tandis qu'une œuvre d'art, elle dépend surtout, la valeur d'une œuvre d'art, surtout sculpture et peinture et photo, dépend de l'artiste. L'artiste est connu, donc moi je paye cher pour avoir un tableau de cet artiste-là, et l'artiste est peu connu, donc, mais le tableau me plaît, mais je ne le paye pas cher. C'est une question d'offre et de demande. C'est vraiment la meilleure expression de l'offre et de la demande. Non, il y a des artistes aujourd'hui, surtout dans l'art contemporain, il y a des artistes qui ont 25, 28 ans, qui se vendent à des millions de dollars. Et puis des tableaux qui ont été faits à 1400, 1500, très vieux et très beaux, ils partent pour quelques milliers de dollars. Ça n'a pas Et puis il y a des modes. Les tableaux anciens, ils valaient très cher il y a 20 ans ou 30 ans, et maintenant ils ont beaucoup baissé dans leur valeur. Et puis les artistes jeunes qui
qui vendent pour des millions de dollars, peut-être que dans 5 ans, et plus personne n'entend parler de lui, et si tu veux revendre le tableau que tu as payé 1 million de dollars, tu le revendras à 50 000 peut-être. Donc c'est spéculatif aussi, c'est très spéculatif, surtout dans l'art contemporain. Il y a des sites internet par exemple qui regroupent toutes les ventes aux enchères au monde. Et moi je cherche un artiste qui s'appelle John Smith par exemple. Alors je mets John Smith dans mon moteur de recherche et ils me disent il y a un tableau de John Smith qui se vend à Hong Kong la semaine prochaine et il y en a un qui s'est vendu à Rio il y a 6 mois. Donc il y a une transparence du marché. On voit bien ce qui se passe. L'artiste, il n'est pas un bon vendeur. C'est pour ça qu'il y a des galeries. Les galeries d'art, elles exposent, elles ont des murs, elles exposent les tableaux, et puis ils ont un fichier de clientèle, ils font venir les gens, et ils disent, voilà, cette semaine, ou au mois de décembre, je fais une exposition du peintre ABC, et voilà, venez, si ça vous plaît, vous l'achetez, ça coûte tant. Et si le prix est accepté par le client, normalement, la galerie prend 50% et l'artiste 50%. C'est à peu près là la règle. Après, si plein de monde trouve que cet artiste est un champion, à ce moment-là, il y aura beaucoup de demandes. Donc l'artiste, il devra produire plus de tableaux. Et puis, il y a des galeries locales, des galeries nationales, des galeries mondiales. Alors, il passera d'une galerie locale à une galerie mondiale, et là, son prix, tu peux rajouter des zéros. Mais c'est le marché qui décide. En plus des ventes aux enchères, il y a aussi les foires. Les foires comme Art Basel, c'est le cheminement normal. Tableau, l'artiste, il produit une œuvre. Il la met dans une galerie. La galerie l'expose, et puis ça se vend ou ça ne se vend pas. Par contre, très souvent, il y a des foires où beaucoup de galeries louent quelques mètres de surface, et puis là, ils amènent leurs artistes, et les œuvres de leurs artistes. Alors, les acheteurs potentiels, ils viennent et ils passent d'une galerie à l'autre et ils voient ce qu'il y a sur le marché et après ils achètent ou ils n'achètent pas. Mais la plus grande foire au monde, c'est Art Basel, à Bâle. Et Art Basel est devenu maintenant mondial parce qu'ils font une édition à Miami aussi, qui vient de se terminer, elle est terminée dimanche passé. Une édition à Paris, une édition à Tokyo, non, à Hong Kong. Donc, et en plus de ça, il y a d'autres, et à Paris, et en plus de ça, il y a d'autres foires. Il y en a une à Genève à fin janvier, à Palexpo, et là aussi, il y aura une 50aine de galeries qui présentent leurs artistes. Maintenant, comme épisode, j'avais été une fois à Chicago pour voir une exposition d'un artiste. Et c'est un artiste qui avait fait son marketing en côtoyant des personnalités. Alors il disait l'acteur tel et tel, l'actrice, l'homme politique tel et tel, ils ont mes œuvres dans leur collection. Et il a fait une grande exposition à Chicago où il a voulu impressionner les Américains, mais ça a loupé complètement et il n'a rien vendu et il a dû ramener les tableaux. Voilà. C'est important de se fixer une limite. Tu dis j'aimerais cette œuvre, mais je ne veux pas payer plus que 5 000. Et puis, si ça va... Une chose qu'il ne faut pas oublier, tu as assisté à la vente, tu étais là dans la salle.
quand on le dit, ils disent 1000, 1200, 1400, 1500, tac, tac, 2000. La personne qui achète, elle paye 2000 plus 25%, parce que ce sont les frais de la maison de vente aux enchères. Donc, si elle dit adjugé à 2000, tu reçois une facture de 2500 francs, parce que la maison de vente aux enchères, elle a les frais, elle fait les catalogues, elle fait les sites internet, elle a du personnel, elle fait les expertises, etc., etc. Donc, elle doit couvrir ses frais, et elle rajoute 25% à peu près. Et moi, qui ai vendu l'objet qui est vendu à 2000, mais moi je suis propriétaire, mais moi je reçois seulement 80% parce que la maison de vente garde 20% pour elle, pour ses frais. Donc le grand gagnant dans ces ventes, c'est la maison de vente aux enchères. En Europe, dans chaque grande ville, il y a des maisons de vente aux enchères. En France, il y en a beaucoup, en Allemagne, il y en a beaucoup, en Autriche, en Italie. C'est un phénomène général. Maintenant, dans les pays asiatiques aussi, je pense. Par contre, par exemple, une des grandes maisons, je te disais, il y a 3 grandes maisons de vente aux enchères, Christie's, Sotheby's et Philips. Philips est russe, une société qui était occidentale, mais elle a été achetée par un groupe russe. Maintenant, il s'appelle toujours Philippe, il ne s'appelle pas Piotr quelque chose, mais c'est russe. Les propriétaires sont russes, donc ils doivent faire aussi des ventes à Moscou ou ailleurs. Et c'est Mercury Group. Mercury Group est les propriétaires de la société Philips. Le système est vieux, hein. Le système de la vente aux enchères, il est très ancien. Il est très ancien, donc il doit exister aussi dans des pays moins développés. Peut-être moins structurés, peut-être il y a moins de marchandises aussi à vendre, mais ça existe toujours. Et je viens de recevoir un communiqué de l'autre maison de vente, celle qui est de l'autre côté là. Ils avaient 4000 objets à vendre, ils en ont vendu 92%. C'est énorme. Ils ont vendu 3500 objets en 2 jours. Et des objets qui vont de 100 francs jusqu'à 200 000. Donc, c'est une machine qui tourne et qui fonctionne bien. Avec ma femme, on a commencé avec des bronzes animaliers, et puis on a fait un peu de tableaux, et donc et on visite des foires, on va dans des musées, on s'intéresse. C'est une occupation intelligente et agréable. Il y a des artistes que j'aime beaucoup, qui s'appellent Soulage, par exemple, qui s'appelle Janet. Tout le monde, plus ou moins tout le monde, aime Picasso. Il était tellement, il a fait tellement de choses que tout le monde, il n'y a personne qui n'aime pas Picasso. Et puis il y a des artistes, mais Picasso, il coûte plusieurs millions. Et Picasso, il avait très bien géré sa signature. Il y a un épisode amusant que je peux te raconter. Et il paraît que c'est vrai en plus. Picasso était dans un restaurant sur la Côte d'Azur, parce qu'il habitait à Vallauris, près de Cannes. Il était dans un restaurant et au moment de payer, il sort un crayon, il fait un dessin sur la nappe et s'en va. Le propriétaire du restaurant, qui avait reconnu Picasso, il lui court après et lui dit « Mais merci beaucoup, monsieur Picasso, c'est très beau, je vais l'encadrer et je vais le mettre dans mon restaurant. Mais s'il vous plaît, vous pourriez le signer ?» Et Picasso lui dit « Écoute, je voulais payer pour le repas, mais je ne voulais pas t'acheter le restaurant. S'il y a la signature, ça vaut le prix du restaurant. S'il n'y a pas la signature, ça vaut le prix d'un repas. » C'est tellement grand que c'est difficile de se tenir informé de tout. Mais je reçois des newsletters sur Internet, je regarde un peu ce qui se passe dans les foires,
Et donc je suis, après, il y a les galeries qui m'envoient des emails avec leurs expositions et tout ça. Donc je suis à peu près au courant de ce qui se passe. Ouais. Par contre, je ne suis pas un vrai collectionneur parce que le vrai collectionneur, il n'a pas ce réflexe de dire où est-ce que je le mets. Je le mets sur ce mur ou sur ce mur-là. Le vrai collectionneur, il aime et il achète. Après, il l'expose chez lui ou pas. Et il y en a même certains qui ils ont beaucoup de tableaux, beaucoup plus qu'ils ne peuvent utiliser dans leur maison. Alors, ils font, tous les 6 mois, ils changent tout. Ils vont chercher dans leur dépôt et puis ils amènent d'autres tableaux. Mais pour revenir à l'art, il y a en Suisse, il y a des centaines de... je ne sais pas si tu as vu, il y a le magazine Bilan qui publie la liste des 300 plus riches en Suisse. Et tous ces gens-là, ou la moitié de ces gens-là, ils ont une collection d'art. Et c'est une collection, comme ils ont des centaines de millions, ils peuvent mettre quelques millions par an pour acheter des œuvres d'art. Et c'est ça qui fait aussi marcher les foires, qui fait marcher les galeries, etc. Et aux États-Unis, encore pire, dès qu'il y a quelqu'un qui a fait fortune, il veut donner à son village natal, quelque part au milieu de l'Oklahoma ou de l'Idaho ou je ne sais pas où, il veut faire son musée. Alors il construit le musée, il achète les tableaux et puis il met son nom dessus pour son ego. Et de ces musées, il y en a des centaines. Donc ça fait partie de la distribution des œuvres d'art qui passent par ces canaux-là pour arriver à leur point final. Et en plus, une chose qu'il faut dire, c'est que dans l'art des prix très élevés, il y a beaucoup de falsifications. Donc il y a beaucoup de faux Picasso qui circulent, il y a beaucoup de faux Warhol, beaucoup de faux de ci, de ça. Donc il faut un expert qui puisse dire ce tableau, il est authentique. Autrement, tu payes très cher quelque chose qui ne vaut rien, qui a été fait par... Alors les experts, ils connaissent très bien la façon de peindre. Pour les artistes anciens, ils font des analyses de peinture et ils disent ce type de peinture n'existait pas en 1600, donc c'est faux. Si le peintre était de 1600, et ils analysent la peinture, et dans la peinture il y a des éléments chimiques qui n'existaient pas encore à l'époque, ils peuvent tout de suite dire que le tableau est faux. Et de tableaux faux, il y en a énormément. Et c'est une industrie. Les faussaires d'art, c'est un business très important.